À la une de ce journal, c'est la consternation totale devant le massacre des populations civiles dans le chaudron de la crise anglophone, au regard des femmes enceintes et des enfants tués dans le Ndongamantoum, des leaders politiques, acteurs de la société civile, artistes, musiciens et footballeurs dénoncent l'atrocité d'une guerre fratricide dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et l'indifférence des pouvoirs publics. Au-delà de l'onde de choc, comment de telles tueries de civils ont pu se produire durant une opération de sécurisation dans une région en guerre depuis près de 3 ans. À suivre dans ce journal, les circonstances de ces violences meurtrières, la version de l'armée camerounaise et la réaction de l'opinion publique nationale. Dans quelle poule seront logés les footballeurs camerounais engagés dans la compétition du CHAN 2020 prévue d'ici avril au Cameroun? La soirée de gala se déroule au Palais des Sports à Yaoundé, là où il est en train d'être rendu public les différentes poules des pays qui sont en compétition dans cette prestigieuse compétition sportive de la Confédération africaine de football. Nous ferons le point dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur les braises ardentes de la crise anglophone se dessine l'horreur des violences meurtrières. Le nouvel épisode sanglant de ce feuilleton macabre s'est déroulé dans un village situé dans le Ndongamantoum, département situé dans la région du nord-ouest. Et l'on constate que des corps de femmes enceintes, des corps d'enfants criblés de balles, calcinés dans des incendies ont été découverts dans ce village. Des témoignages troublants font état de plusieurs populations civiles victimes de bavures militaires. L'armée dément, parle plutôt d'incidents malheureux survenus au cours d'une opération de sécurisation qui a mal tourné dans un camp attribué au groupe séparatiste. Le point avec Jean-Paul Chouniat. Plus de 48 heures après le massacre de Ntumbo dans le nord-ouest Cameroun, des habitants de ce village de l'arrondissement de Ndou dans le Ndongamantoum sont encore sous le choc. Le choc d'avoir perdu des membres de leur famille, fusillés, tous leurs biens incendiés. D'un bout à l'autre du village, c'est la désolation. Une trentaine de victimes, dont des femmes enceintes tuées. C'est le bilan d'un carnage qui fait la une de l'actualité nationale et internationale. Le quotidien Le Messager parle d'une Saint-Valentin noire en Ntumbo sur les sites du journal français Le Monde et Radio France Internationale. 36 morts, parmi lesquels 14 enfants tués en zone anglophone, reconnaissent les Nations Unies. Selon le journal d'expression anglophone de Post, la population accuse l'armée camerounaise, les comités de vigilance et les bergers d'avoir perpétré ces massacres au village Ngarbou et Ntumbo. Dans un communiqué, le ministère de la Défense se défend, qualifiant d'allégations mensongères ces accusations. Le texte signé du chef de la division communication au ministère de la Défense précise qu'il s'agit d'un malheureux accident, conséquence collatérale des opérations de sécurisation en cours dans la région. Le ministre de la Défense, par la voix du capitaine de frégate Aton Fakngemo, dit avoir prescrit une enquête confiée à la gendarmerie nationale et à la sécurité militaire, promettant de faire large diffusion des conclusions de ces investigations le moment venu. Jusqu'ici, les séparatistes n'ont dit mot sur ces exactions. Depuis le déclenchement du conflit armé dans les deux régions anglophones, l'ONU, les ONG Human Rights Watch, International Crisis Group, Center for Human Rights for Democracy in Africa, ont à plusieurs fois appelé l'armée et les bandes armées séparatistes à un cessez-le-feu et demandé au régime de Yaoundé de protéger les populations civiles, premières victimes des affrontements entre les groupes séparatistes armés d'une part et les forces de défense et de sécurité d'autre part. Et le ministre de la Défense a réagi après un communiqué signé par son chargé de la communication, Joseph Betty Assomo, qui parle plutôt d'un incendie qui s'est déclaré dans la fortification des terroristes lors d'un accrochage provoquant des explosions avant de se propager dans d'autres maisons d'habitation, là où le chargé de la communication parlait plutôt du carburant qui aurait explosé dans les maisons d'habitation. Le ministre de la Défense précise qu'il s'agit des accrochages
et un incendie survenu lors des accrochages entre forces de défense et de sécurité et les groupes armés séparatistes. Le ministre de la Défense qui précise quant à lui qui est plutôt réservé sur le nombre de morts, alors que le chargé de la communication du ministère de la Défense a affirmé qu'il y a eu 5 morts, dont une femme et 4 enfants. Le ministre s'exprime au conditionnel. Il y aurait 5 morts selon le ministre de la Défense, dont une femme et 4 enfants. Le ministre de la Défense qui affirme qu'une enquête approfondie a été ouverte autour de ce regrettable incident par la gendarmerie nationale et la sécurité militaire. Selon Joseph Béti-Assoma, la quintessence de ces conclusions de cette enquête pourrait être publiée en temps opportun. Dans son communiqué, le ministre de la Défense observe que les publications mal intentionnées tentent de dépeindre les forces de défense et de sécurité sous les pires traits négatifs et aux antipodes de leur professionnalisme reconnu sur le plan international. Le ministre de la Défense menace de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de fausses nouvelles concernant l'armée camerounaise et relève également la manipulation de la propagande terroriste qui aurait, selon le ministre de la Défense, utilisé les images d'un massacre d'une scène qui est survenue il y a quelques mois dans la Meusame, là où des terroristes avaient été neutralisés aux côtés de l'une de leurs femmes, indique le ministre de la Défense, qui fait savoir qu'il y aurait au conditionnel 5 morts, dont une femme et 4 enfants. Et les réactions n'ont pas tardé à être enregistrées. D'abord, cette ancienne gloire du football camerounais, Bernard Tchoutan, qui exprime son coup de gueule face à l'indifférence des pouvoirs publics et des Camerounais devant le massacre des civils dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest. Il relève qu'en France, pour un seul mort, la nation française se serait déjà arrêtée pour s'interroger sur les circonstances de cette tragédie, les circonstances de cette barbarie survenue dans les régions anglophones. Je vous propose d'écouter Bernard Tchoutan, ancienne gloire du football camerounais. Plus de cœur, mes frères et sœurs, on ne peut pas s'indigner d'un truc pareil. Si on ne peut pas se rassembler, même devant une telle atrocité, les Camerounais que je suis, on n'a plus de cœur, mes frères. Je ne sais pas si vous avez vu les mêmes vidéos que j'ai vues. Et vous êtes restés chez vous, vous avez mangé, vous avez dormi. Et vous continuez à vaquer à vos occupations. C'est de la vie continue. Mais s'il vous plaît, indignons-nous, Camerounais, indignons-nous. On ne peut pas accepter telle chose chez nous. C'est pas possible. Arrêtons un peu, un instant. Arrêtons-nous un instant et posons-nous les vraies questions. En France, ici, si une personne meurt, la France s'arrête. On pose les bonnes questions, on réfléchit et pourquoi ça n'arrive plus. Chez nous au Cameroun, 22 personnes, dont 11 enfants, mes frères et sœurs. 2 femmes enceintes, brûlées. Et je vois les médias du Cameroun. Personne n'en parle. Ne parlons pas de l'État camerounais. Je n'ai même pas envie d'en parler de cela. L'État camerounais, personne n'en parle. Mais c'est le même État qui va me donner les leçons à tout le monde. Mais dans quel pays nous vivons, mes frères et sœurs? Dans quel pays? Nous sommes devenus quoi? La vie de l'homme humain, la vie humaine ne compte plus. Et le massacre de ces populations civiles dans la région du Nord-Ouest a provoqué une onde de choc à travers le pays. Des leaders politiques, acteurs de la société civile et artistes sont montés au créneau pour condamner l'atrocité d'une guerre fratricide et le meurtre des civils qui n'ont rien demandé qu'à vivre dans la paix. Les populations prises entre deux feux, entre les groupes armés séparatistes et les forces de défense et de sécurité, une situation qui a provoqué l'indignation des Camerounais sur la toile, des réactions captées par Farel Bounia et Kediara. Le massacre des civils en Garbo, dans le département du Ndonga-Mantung, région du Nord-Ouest, suscite une vague d'émotions sur le plan national et international. Artistes, musiciens,
hommes politiques de la société civile et simples citoyens se sont exprimés sur ce qui s'apparente désormais à un massacre. Ali Sadio rompt le silence pour rappeler que ces crimes barbares du Nozo ne sont pas perpétrés en son nom. Akeremouna se demande comment nous en sommes arrivés là. La souffrance, les tueries et la mort sont désormais une norme. Nous devrons tous rechercher la paix avant que ce pays ne perde son âme. Pour Akbar Congo, des investigations doivent être menées et les coupables de ces meurtres remis entre les mains de la justice. Cabra Libi, lui, interpelle le gouvernement ainsi que les organismes de défense des droits de l'homme basés sur le triangle national et à l'international de mettre la lumière sur ce massacre afin que les responsables soient identifiés, arrêtés et remis entre les mains des forces de l'ordre. Une sortie proche de celle de Christian Penda Ikoka, qui interpelle la communauté internationale, avec au premier chef l'ONU et les grandes puissances, afin qu'ils apportent une solution politique appropriée à cette tragédie. Chez les artistes musiciens, le général Valsero s'interroge: combien de morts faudra-t-il pour que vous sortiez de ce mutisme complice? Comment pouvez-vous être heureux? Philosophie. Mistaleo, lui, demande qui seront les leaders de demain si nous tuons des enfants. Et Lady Ponce, enfin, évoque de la tristesse, suscitée par des images d'enfants et femmes calcinés dans le Nozo. Stop à la guerre, la division, la violence, le tribalisme, conclut-elle. La défense qui dément un massacre dans ces régions du nord-ouest et sud-ouest. Selon le communiqué rendu public par le ministre de la Défense, il y aurait 5 victimes, dont une femme et 4 enfants. Il parle d'un regrettable incident. Il annonce l'ouverture d'une enquête menée par la Gendarmerie nationale et la sécurité militaire, dont les conclusions pourraient être rendues publiques en tant que besoin, précise le ministre de la Défense, qui rappelle que l'armée camerounaise est professionnelle et qu'il menace les auteurs de fausses nouvelles de poursuites devant les juridictions compétentes en cas de propagation de fausses nouvelles sur l'attitude de l'armée camerounaise engagée dans la sécurisation des régions du nord-ouest et sud-ouest. Et cette situation préoccupe également la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Elle condamne le massacre de ces populations civiles dans le Ndongamantung. Son président, Shemuta Banda Divine, a également recensé des violences électorales qui ont entraîné une faible mobilisation des électeurs dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest. Le manque d'engouement observé dans les autres régions préoccupe également cette commission. Je vous propose à cet effet d'écouter Shemuta Banda Divine, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. La commission a craint que les conditions ne soient pas réunies pour la bonne conduite des élections locales, spécialement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La faible taux de participation aux élections est en majeure partie due à l'environnement sécurité ayant prévalu avant et pendant les élections. Le problème principal semble être lié au code électoral. Ceux qui ont boycotté les élections ont la ferme conviction qu'il est nécessaire de réviser le code électoral. Aucune trêve n'a été observée pendant ce processus électoral au regard des atrocités commises le week-end dernier. L'impression laissée par notre pays est que, quelles que soient les conditions dans lesquelles les élections sont organisées, seuls importent les résultats proclamés. La Commission note avec satisfaction la prise en compte du handicap lors de ces élections à travers la disponibilité de bulletins en braille.
Et parlant de ces élections législatives et municipales, plusieurs partis politiques reconnaissent l'impact du boycott et du fort taux d'abstention durant ce double scrutin, notamment l'UDC et le SDF et d'autres formations politiques qui regrettent la faible participation des Camerounais à ces élections. D'aucuns ont qualifié ce fort taux d'abstention de silence des Camerounais pour dénoncer un système électoral controversé, et ceux qui ont participé à ces élections ont relevé de nombreuses techniques de fraude et de corruption durant les élections législatives municipales qui ne permettent pas de pouvoir voir émerger des candidats régulièrement élus selon les règles en matière de transparence électorale. Réaction de la classe politique dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Le taux d'abstention constaté est élevé. Le boycott et les atrocités qui ont émaillé le double scrutin du 9 février dernier, selon des organisations non gouvernementales, indignent les acteurs politiques de l'opposition. Cette élection, elle a été un même fiasco qu'un précédent événement qui était le fameux dialogue national. Et vous voyez qu'en l'espace de moins de 6 mois, on a déjà enchaîné 2 mauvaises solutions pour un problème qui ne fait que perdurer, mais qui n'est pas une blague. Et on constate qu'entre frères, il y a des atrocités de cette nature-là qui sont en train d'être commises sous nos yeux. Il y a un problème sérieux de conscience à ce sujet. Le militant du MRC et allié sur le plateau de droit de réponse souligne que l'urgence n'était pas l'organisation des élections, mais plutôt la résolution de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À l'UDC, l'on estime que le gouvernement gagnerait à faire le mea culpa suite à cet échec du double scrutin. Moi, je ne pense pas que ce serait une mauvaise chose de reconnaître qu'on s'est trompé. Le gouvernement s'est trompé en organisant des élections dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et il était averti. Et ça coûte des morts au quotidien. Au moment où les populations même du sud-ouest et du nord-ouest pensaient qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler. Un dialogue. Malheureusement, on voit cette escalade revenir. Et quand cette escalade revient, c'est encore plus sanglant. Alors que les pouvoirs publics semblent banaliser les coups durs enregistrés lors du double scrutin du 9 février dernier, notamment dans les régions en crise, afin de brandir la forte mobilisation supposée des électeurs dans les bureaux de vote, l'analyste politique pense plutôt que c'est un leurre. On nous dit que les gens sont sortis. Ils sont sortis. Nous avons tous vu les images qui venaient. Des villes mortes, des rues mortes. Les populations venaient d'où? Il n'y a que dans quelques endroits comme nous, c'est un Cameroun là, quelques endroits où on nous montre des gens en file. On ne sait même pas si c'est des militaires bien civils ou c'est des civils. Fils a dit qu'à cause du boycott par la population, les gens qui devaient voter pour lui n'ont pas voté. Au sein du parti au pouvoir, l'on reconnaît qu'il y a des efforts à fournir pour mettre un terme à la crise. Seulement, l'organisation du double scrutin, ajoute-t-il, est l'expression d'un peuple souverain. Nous, RDPC, c'est que nous ne décourageons pas, nous travaillons. Nous espérons pouvoir arriver à une solution définitive de cette crise. Parce que ne pas reconnaître que la crise existe serait malhonnête. La République fonctionne avec des dirigeants désignés par le peuple. Unilatéralement, le peuple, tout à fait légitimement, décide d'aller aux élections. Le peuple a voté, les élections se sont déroulées dans des conditions, dit le ministre de l'administration territoriale, acceptables. À y voir de près, des acteurs politiques de l'opposition et des organisations non gouvernementales ne cessent de douter de la crédibilité et de la légitimité qu'on pourrait accorder au double scrutin du 9 février dernier. Après la controverse sur les opérations de dépouillement des votes, des bulletins de vote, les regards sont désormais tournés vers la commission de recensement général des votes. Installée ce lundi, ses différents membres procéderont au décompte général des votes et au redressement des erreurs matérielles éventuelles sans annuler les procès-verbaux correspondants. Explication avec Guy Zogo. La Commission nationale de recensement général des votes pour le compte des élections législatives du 9 février dernier est à pied d'œuvre. Ses membres, issus du Conseil constitutionnel et des représentants des partis politiques, ont été installés à Yaoundé au cours d'une brève cérémonie. Il s'agit d'une mission comptable. Notre rôle consiste à revérifier les procès-verbaux qui nous ont été transmis par les commissions mixtes départementales de supervision, à corriger les erreurs matérielles, parce qu'il y a souvent des erreurs matérielles qui sont de simples erreurs d'arithmétique. Ensuite, à préparer un tableau
de l'ensemble des décomptes, circonscription par circonscription. C'est ce tableau qui, après vérification, servira au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. Pour se prémunir des accusations formulées par le passé contre cette commission, l'insistance se fait sur les missions qui lui sont assignées. Nous avons tenu à rappeler ce que la commission n'est pas. Vous avez suivi certains précédents contentieux où la mission de la commission a été plus ou moins galvaudée, où on l'accusait de n'avoir pas remis des procès-verbaux, etc. Et il n'y a que 2 dispositions, les articles 68 et 69 du Code électoral. Vous verrez exactement ce que la commission doit faire et rien d'autre. Il n'y aura donc pas à espérer des annulations au cours de ces travaux. Nullement, on ne pourra introduire une procédure d'annulation des bureaux parce qu'on estime que ce travail a déjà été fait au niveau des commissions départementales. Si jamais on ne s'est pas entendu, on ouvre la voie pour le contentieux. Ce sera au contentieux post-électoral, comme l'indiquent les recours déjà enregistrés au rôle du Conseil constitutionnel, d'infirmer ou de confirmer les résultats des législatives du 9 février dernier. Bien que disposant de 5 jours pour rendre sa copie, la Commission nationale de recensement général des votes prévoit d'aller vite. Les dispositions du Code nous donnent 5 jours. 5 jours. Mais généralement, nous essayons de faire un peu moins pour permettre au contentieux d'avoir un peu plus de temps. Donc, si nous pouvons terminer dans les 3 jours, ce sera bien. Après le dépouillement, plus que jamais, l'heure des résultats aux législatives approche inexorablement. C'était un axe routier très fréquenté, facilitant la mobilité des populations à Oyoma-Ban. Dans cette banlieue de la cité capitale, la route en question s'est dégradée à tel point que la circulation des véhicules et autres engins constitue un réel danger pour les populations qui l'empruntent au quotidien. C'est le constat que font Rodingassi et Marcelin Gansop dans ce reportage. Non loin de l'école publique d'Oyoma-Ban, dans le 7e arrondissement de Yaoundé, la route qui faisait jadis la fierté du quartier et de ses environs n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'était une servitude entre la cité verte et Oyoma-Ban. Quand Sonel, Zamango, toutes les voitures là passaient ici. Je me rappelle quand on était petit, quand les gens de la garde présidentielle faisaient les défilés, c'est par ici que les voitures passaient pour aller en Colbison et le peuple allait à Vaudoula partout. Ouais, c'est le chef de mon frère. Aujourd'hui, cette route ne passe plus. Les habitants du quartier sont obligés de garer leurs voitures à des centaines de mètres et de se débrouiller à pied pour arriver à leur domicile. À l'époque, les véhicules entraient ici là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, même le vélo ne passe plus. La moto, la boîte, on ne sait pas comment on va faire. Tous les jours, on vole la batterie, les roues, tout ça. Chaque fois que je tombe là, il y a les gens ici beaucoup. Quand il pleut, il n'y a même plus moyen de monter ici. Ayez pitié de nous. Même les pieds, marcher avec les pieds, il n'y a plus moyen. Si cette route est dangereuse en saison sèche, elle l'est encore plus pendant les pluies qui seront bientôt de retour dans la capitale. Ce trou-ci, les âmes du quartier appellent ça la traversée de Mania Sava. Le trou-ci partait à plus de 500 mètres. Les jeunes du quartier sont mobilisés, ils ont mis les sacs, plus de 500 sacs dans le trou. Parce que ce trou, quand il pleuvait, le torrent emportait les enfants. Donc nous avons essayé de mettre des planches comme ça pour que les enfants puissent traverser. Toutes les initiatives allant dans le sens de la réhabilitation de cette route, devenue une ruelle, se sont soldées par un échec au grand désarroi des populations. Parce que nous sommes allés jusqu'à la mairie, aller leur demander qu'est-ce que on peut faire pour nous ici, à notre niveau, qu'ils nous disent. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas. Ils vont nous mettre au courant le moment venu. Le retour imminent des pluies est déjà vu d'un très mauvais œil dans cette partie du quartier Oyoma-Ban qui souffre le martyre au quotidien. Rien ne va plus dans certaines formations sanitaires publiques au Cameroun. Le personnel médico-sanitaire est en colère. Il dénonce la non-prise en compte de ces revendications vieilles de plusieurs années. L'arrivée d'un nouveau ministre n'a pas fait évoluer les choses. Selon plusieurs syndicats des personnels médico-sanitaires, la grève est-elle effective dans les hôpitaux publics dans la ville de Douala? Élément de réponse avec Dallas Kiana et Nadine Yambo. La grève lancée par les syndicats est effective dans les formations sanitaires de la ville de Douala. À l'hôpital La Quintini où nous nous sommes rendus, les infirmiers ne sont pas tous à leur poste de travail. Juste le service minimum est assuré. Nous voulons par exemple le paiement de l'indemnité de non-logement au personnel de la première à la 6e catégorie, l'application, la prise en charge du personnel de santé dans des hôpitaux.
À l'hôpital du district de la Cité des Palmiers, dans le 5e arrondissement, aucun mouvement d'humeur n'est perceptible. Visiblement, le mot d'ordre de grève n'est pas suivi par le personnel recevant les malades. Tous les personnels sont chacun à son poste de travail. Les patients sont reçus normalement, les accouchements se déroulent sans la moindre difficulté. Et je pense que ceci est à mettre un tout petit peu à l'actif du management que nous essayons de mettre en place. À l'hôpital de district de Deido, le personnel médical refuse de s'exprimer sur ce débrayage. Cependant, l'atmosphère est pesante et le climat social tendu. Sur les raisons de ce malaise, les syndicats posent le diagnostic d'un personnel de santé malade et désabusé. Quand vous nous voyez dans les hôpitaux, on ne sourit pas. C'est parce que le jour où nous allons toucher notre salaire, nous sommes tellement nerveux parce qu'on n'arrive pas à payer nos bailleurs, parce qu'on n'arrive pas à payer l'électricité, parce qu'on n'arrive pas à payer les répétiteurs même de nos enfants. Après 2 ans de service, vous avez droit à un avancement. Mais pour avoir cet avancement à Yaoundé, c'est des pieds et des mains que vous faites. On vous demande même de l'argent, c'est la corruption qui est dans les couloirs là-bas. Bien plus, elle dénonce la clochardisation dans le processus de recrutement des infirmiers ainsi que le manque d'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Nous demandons la retraite à 60 ans. Il a donné aux enseignants, il a donné aux magistrats jusqu'à 65 ans, mais à la santé, il ne veut pas nous donner. Les médecins vont à la retraite très tôt et partent en Europe pour continuer le travail. Les infirmiers partent à 50 ans pour aller en Europe encore travailler 20 ans avant d'aller en Europe. Et nous disons non. Et nous demandons que les stagiaires en perfectionnement, qu'on les recrute parce que les hôpitaux sont vides, pour qu'ils aient aussi le même salaire que nous et qu'on ne les clochardise plus. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils deviennent des détourneurs de malades dans les hôpitaux. Au-delà du service minimum assuré dans certains hôpitaux, les manifestants entendent poursuivre avec leur débrayage jusqu'à l'obtention des solutions à leurs revendications posées. Et en bref, ce lundi matin, des populations ont observé un mouvement d'humeur en barricadant la route sur le prolongement nord du boulevard de la République. Les populations sont sorties très tôt ce matin pour barrer la circulation, dénonçant les coupures intempestives d'électricité. La police s'est mobilisée pour disperser les foules et calmer les esprits surchauffés des jeunes qui s'insurgent contre les coupures intempestives d'électricité dans la ville de Douala. Parlons à présent du trophée du CHAN qui est au Cameroun. Il a été accueilli en grande pompe en fin d'après-midi au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé. Ceci après un tour de ville durant lequel le public a contemplé la prestigieuse coupe, le prestigieux trophée mis en compétition entre le 4 et 25 avril prochain. Pour apprécier ce tour de ville mené par le trophée du CHAN 2020, je vous propose de suivre ce reportage que signent Rodingassi et Marcelin Gransop. L'arrivée triomphale de l'objet de toutes les convoitises au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il est environ 17h lorsque le trophée du CHAN, fièrement porté par une jeune Camerounaise, fait son entrée dans l'enceinte dédiée au tirage au sort de la compétition. Au milieu d'une haie d'honneur constituée pour la circonstance, le trophée s'offre en spectacle sous le regard envieux d'une foule de fans des Lions et de curieux qui rêvent déjà de le caresser au soir du 25 avril. Quand je vois la CHAN s'organiser dans mon pays, je suis très content car c'est pour une fois de plus ce qui prouve que le Cameroun est un grand pays. Moi je suis ravi, je suis très content parce que c'est un événement très rare et que nous avons l'opportunité en tant qu'appelé du service civique national d'y participer. On a vu le trophée, c'est beau, c'est très beau et nous voulons que ça reste au pays, au Cameroun. Mais le trophée en lui-même n'a rien d'un rêve, puisqu'il est bel et bien là et arpente les couloirs du Palais Polyvalent des Sports, paré de ses plus beaux atours. Posé en lieu sûr, le trophée du CHAN 2020 attend le début du tirage au sort. Son arrivée au Palais Polyvalent des Sports marque la fin du Trophy Tour qui a pris son élan dans la mythique place du rond-point de la Poste Centrale. Occasion pour le public, massé tout au long de l'itinéraire, de l'admirer avant qu'il ne soit mis en compétition entre le 4 et le 25 avril prochain. Annoncé en grande pompe, le trophée du CHAN est bel et bien présent à Yaoundé.
Et nous allons tout de suite au Palais des Sports de Yaoundé pour retrouver nos envoyés spéciaux de ce côté-là afin de vivre l'ambiance de la cérémonie de tirage au sort de cette compétition prévue d'ici le 4 avril 2020 au Cameroun. 16 pays en compétition qui sont d'ores et déjà fixés sur les différentes poules dans lesquelles ils vont évoluer durant la compétition. Quelle ambiance ce soir au Palais des Sports? Nous avons en ligne Aïk Cyril. Aïk Cyril, bonsoir. Quelle est l'ambiance au Palais des Sports à Yaoundé ce soir? Bonsoir Cédric Noufélé, l'ambiance déjà surchauffée au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour la cérémonie de tirage au sort des poules du CHAN Cameroun 2020. Cérémonie riche en sons et couleurs avec à l'instant sur la scène du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé le virtuose Bendeka qui offre sa prestation. Plusieurs artistes en tout cas défilent sur la scène du Palais Polyvalent des Sports. Ils donnent à voir et à apprécier la riche diversité musicale et artistique du Cameroun. Locaux, ex-Malaya et bien d'autres défilent également sur cette scène. La cérémonie se déroule en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Tout le gouvernement presque complet est d'ailleurs présent. Présence remarquée également de l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, qui a eu une accolade très longue, très poussée avec l'actuel président, le Malgache Ahmad Ahmad. Il y aura deux légendes du football camerounais pour tirer au sort, Salomon Olembe et l'ancien capitaine Stephen Tato. Les 16 équipes vont être fixées sur les adversaires du CHAN, la 6e édition qui va se dérouler au Cameroun du 4 au 25 avril prochain. Ce qu'il faut dire pour le moment, Cédric Noufélé, c'est qu'avec ce tirage au sort, les festivités du CHAN Cameroun 2020 sont véritablement lancées. Depuis le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Joël Essengue, Aïk Cyril, Equinox Télévision. À vous le studio. Et le Cameroun est d'ores et déjà fixé sur sa poule. Les Lions A' vont évoluer dans la poule A. Les Camerounais qui seront avec le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Le match d'ouverture le 4 avril prochain. Le Cameroun sera face au Zimbabwe dans le cadre de la poule A. Il y a une poule B avec la Libye, le Congo démocratique, le Congo populaire, le Congo Brazzaville et le Niger. Et deux autres poules où le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda, le Togo dans le groupe C et le groupe D, la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Les chances du Cameroun dans cette compétition seront décryptées dans l'émission 100% foot à suivre juste après Equinox ce soir, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Et un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun, qui accompagne les start-upers à travers la première édition de Douala Digital Story. Plus de précision dans ce reportage. Ils sont nombreux, les acteurs du digital, des influenceurs, des entreprises, des entrepreneurs, des hommes et des femmes de médias qui ont répondu présents à la première édition de l'événement baptisé Douala Digital Story. Dans un monde toujours plus connecté, mondialisé et concurrentiel, le continent africain commence à se saisir des enjeux du numérique sur son développement. Orange Cameroun, en tant qu'acteur majeur du numérique au Cameroun, a profité de cette plateforme pour démontrer son impact sur la digitalisation du pays, notamment grâce à des services de qualité, toujours plus innovants les uns que les autres. C'est un événement qui permet surtout aux différents partenaires de l'innovation de se rencontrer. Il y avait les start-upers dans la salle, il y avait les grandes entreprises comme Orange, il y avait les incubateurs qui étaient là. J'ai pas vu s'il y avait des banquiers, mais il en faudra l'année prochaine. Clairement, c'est l'environnement de l'innovation qui est là. Et on apprend à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. Orange Cameroun fait beaucoup pour la jeunesse. Déjà en fournissant des services à des prix accessibles pour la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que les télécommunications au Cameroun sont parmi les moins chères d'Afrique. La voix ne coûte rien, la data ne coûte rien. On a offert, aujourd'hui, on couvre 60% de la population en 4G. On a plus de 10 villes en 4G+. Pour que la jeunesse se déploie, pour que la jeunesse innove, il lui faut des outils. Et ces outils, ça peut être la fibre optique quand elle existe, ou ça peut être les services d'Orange. Après, Orange a un digital center qu'on va ouvrir bientôt, avec des écoles de code, avec des partenariats avec les universités, avec des entités d'incubation. L'ensemble des filiales Orange en Afrique, la vingtaine, répond. Et le Cameroun arrive toujours numéro 1 ou numéro 2 en nombre de projets. Et je pense que si on travaille mieux ensemble,
c'est sûr qu'on arrivera avec le plus de projets et qu'on fera comme l'an dernier au Cap, que le plus beau projet d'Afrique viendra du Cameroun. Aujourd'hui, notre école de code, on va la lancer avec une start-up camerounaise qui a gagné le prix Poésam il y a quelques années, qu'on a accompagné, qu'on a fait grandir, qui maintenant vole de ses propres ailes, qui travaille en RDC, qui travaille en Côte d'Ivoire et qui va travailler avec nous. Donc, on accompagne et je pense que la meilleure preuve, c'est de faire travailler ces startups pour l'entreprise Orange. Accompagner une start-up, c'est bien, et lui dire un jour, tu peux t'envoler, partir, etc. Mais si en plus on peut la requalifier et travailler avec la force de frappe d'un groupe comme Orange, c'est génial. C'est au siège des entreprises, le GICAM, que le groupe Publicis a organisé le plus grand événement d'open innovation digitale en Afrique francophone, la Douala Digital Story. L'objectif, c'est de mettre en avant toutes ces start-upers, tous ces entrepreneurs africains d'aujourd'hui qui vont faire les licornes de demain et qui pourront participer à Viva Technologies au mois de juin prochain. Participer à Viva Technologies, c'est-à-dire avoir un billet d'avion, avoir les frais en charge, les badges pour entrer à Vivatech et un petit espace où ils pourront pitcher devant à peu près 30 000 business angels. Les startups ont exposé au GICAM, bien encadré par Orange Cameroun, l'entreprise citoyenne toujours prête à leur tendre la main. Orange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Dramdengarbourg, le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assommo, se veut extrêmement prudent sur le bilan. Le ministre de la Défense indique qu'il y aurait 5 victimes civiles, dont une femme et 4 enfants, alors que son chargé de la communication affirmait dans un premier communiqué que l'incendie a fait 5 morts, donc une femme et 4 enfants. Le ministre se montre plus réservé. Autre curiosité, dans les 2 communiqués publiés par le ministère de la Défense, dans le premier, le chargé de la communication indique qu'il y a eu des explosions des contenants de carburant. Cette information n'apparaît pas dans le communiqué du ministre de la Défense qui parle d'incendies survenus à la suite des accrochages entre les forces de défense et de sécurité et les groupes armés séparatistes qui ont transformé ce village en une place forte. Le ministre rappelle que l'armée est professionnelle et qu'il menace de poursuites judiciaires tout auteur de fausses nouvelles concernant l'armée camerounaise. Il dément l'existence de massacres des populations civiles dans le département de Ndonga-Menton durant cette opération de sécurisation. Un avis qui n'est pas partagé par plusieurs acteurs de la société civile et des leaders politiques. Voilà le ministre de la Défense lorsqu'il parle... Lorsque le chargé de la communication parle d'accidents, conséquences collatérales des opérations de sécurisation en cours dans la région, Joseph Betty-Assommo, quant à lui, parle de montage sur des opérations de sécurisation en cours dans la région. Donc il ne s'agit plus, pour le ministre de la Défense, de dommages collatéraux. Bonsoir Cédric Noufé. Le ministre a précisé, vous l'avez dit, Serge Alain Autou, un regrettable incident qui va faire l'objet d'une enquête à la fois par la gendarmerie et la sécurité militaire, indiquant que les conclusions de l'enquête pourraient être rendues publiques dans les tout prochains jours, a-t-il laissé entendre dans son communiqué. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.